Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, la chaleur est descendue, ça devient respirable, j'espère pour vous aussi, mais en parlant de chaleur, la Gamescom est présente et franchement l'actu est chaude. Alors on va pas perdre beaucoup de temps les amis, on va démarrer très vite cet épisode 128 des News Gaming, parce que oui, la Gamescom bat son plein, il y a aujourd'hui 6 news à traiter, des news vraiment intéressantes. On va faire le point, par exemple, sur Starfield, qui, franchement, si ça s'annonce aussi dingue que ce qu'on va traiter sur la news, ce jeu va être une dinguerie, ça c'est clair et net. On va parler de Baldur's Gate 3, qui fait couler beaucoup d'encre, hein, vraiment, avec les problèmes rencontrés pour le développer sur Xbox Series S. Eh bien, les choses viennent tout juste de bouger, avec une prise de parole officielle. Le directeur de la société Larian Studio qui s'occupe de Baldur's Gate 3 a discuté avec Phil Spencer, ils ont conclu un accord et les choses bougent véritablement. On voit ça ensemble les amis, 6 news, allez, on démarre tout de suite l'épisode 128, c'est parti. Les amis, on va commencer tout de suite cet épisode de News Gaming en revenant un tout petit peu sur la PlayStation Portal. C'est même d'ailleurs, entre parenthèses, assez drôle de noter qu'on parle beaucoup de cet appareil et donc beaucoup de Sony et de PlayStation, alors qu'ils ne sont même pas présents à la Gamescom. Je vous l'avais dit hein, que Sony ne serait pas présent à la fête du jeu vidéo en Allemagne, à Cologne, que d'autres gros y seront, on le sait, Xbox avec un stand absolument gigantesque, Nintendo est présent, et bien sûr, plein d'éditeurs et de développeurs majeurs de notre passion le jeu vidéo sont présents à Cologne, mais que Sony avait déclaré qu'ils n'y seraient pas. Mais malgré tout, en fait, ils font beaucoup parler d'eux au moment de la Gamescom. Ils y sont sans y être. C'est très malin. On peut ne pas aimer Sony PlayStation, certaines facettes de la société. Toujours est-il que moi, en tout cas, je reconnais qu'au niveau de la communication, au niveau du savoir-faire de la publicité, c'est les meilleurs. Là-dessus, on ne peut pas les prendre à défaut. Et là, avec deux, trois choses, finalement, on parle plus d'eux que certains qui sont à la Gamescom. C'est complètement fou, mais c'est la réalité. Sony, dans ce sens-là, est absolument imbattable, très loin devant tout le monde. Là, on revient donc sur la PlayStation Portal, qui fait véritablement couler beaucoup d'encre, avec une belle idée de base, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, mais qui, à mon sens, est grévée par pas mal de petits soucis tout de même, pas mal de manquements surtout, qui auraient pu franchement en faire un appareil vraiment génial. Et là, c'est un petit peu en demi-teinte. On va aborder très vite, les amis, le sujet de la connectivité. Parce que vous le savez, l'appareil n'a pas de Bluetooth. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Mais il est équipé du Wi-Fi. Et encore heureux, parce que sa fonction première, sa raison d'être, c'est tout simplement de faire du remote play pour pouvoir récupérer les jeux qui sont sur votre PS5 et de libérer la télévision pour pouvoir continuer votre partie autre part. Ça, c'est véritablement sa fonction première. Et concernant le Wi-Fi, on se posait un petit peu des questions, beaucoup de questions concernant est-ce qu'il est possible de jouer autre part qu'à la maison, ou est-ce que la console est liée et ne pourra pas faire autre chose que du streaming à partir de votre réseau local à vous, à la maison, avec votre PS5. Eh bien, vous savez quoi? On a une jolie petite réponse à ce sujet. Il ne fallait pas gratter très loin, hein. Il suffisait juste d'aller voir le site anglais de Sony sur le sujet de la PlayStation Portal. Et là, on le voit ici surligné en bleu, et je vous traduis ça rapidement. La PlayStation Portable Remote Player, donc là, aucun doute là-dessus, c'est un périphérique pour pouvoir jouer en Remote Play, peut aussi être utilisé, on peut l'utiliser pour jouer n'importe où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec au moins une bande passante de 5 mégabits seconde, mais pour une meilleure expérience dans le jeu, une haute vitesse de au moins 15 mégabits seconde est recommandée. Et ça poursuit en répondant aussi avec une question que certains pourraient se poser, est-ce qu'on peut jouer sur un Wi-Fi public? Eh bien oui, c'est affirmatif, c'est confirmé. Si vous utilisez un Wi-Fi public, on peut imaginer par exemple dans un fast-food, faites attention à la qualité de votre connexion Internet qui peut avoir un impact négatif
sur votre qualité de jeu, votre expérience de jeu. Donc voilà, au moins c'est confirmé, on le sait, la console peut être utilisée en dehors de la maison. C'est aussi simple que ça, vous allez chez des amis, chez de la famille, et s'ils ont une bonne connexion Internet, vous pourrez profiter de leur réseau pour pouvoir accéder à vos jeux qui sont chez vous, dans votre PS5, et continuer votre partie à distance. Ça reste tout de même une bonne nouvelle, ça ouvre un petit peu quand même les champs de possibilités et d'utilisation de cet appareil, ça reste tout de même un peu plus intéressant, ça fait du bien d'apprendre ça parce que, on va pas se mentir, l'idée de base était vraiment excellente, mais petit à petit on commençait franchement à se poser les questions du pourquoi, du comment, et je trouvais l'appareil bien trop limité, c'était un peu, pour pas dire vraiment, vraiment dommage. Là maintenant, c'est confirmé, on peut l'utiliser dans un autre réseau Wi-Fi, y compris un réseau Wi-Fi public. Donc ça c'est bien, on peut imaginer dans un restaurant, on peut imaginer dans un aéroport. Bref, si la connexion publique vous le permet, si c'est stable, si c'est assez rapide, eh bien vous pourrez utiliser la PlayStation Portal. Ça reste tout de même une bonne nouvelle à mon sens. On va aborder maintenant, les amis, le sujet de l'autonomie parce que vous le savez, Sony n'avait pas déclaré quoi que ce soit au niveau de la batterie, de sa capacité, de l'autonomie. Ça aurait pu un petit peu semer le doute de se dire, si Sony ne parle pas là-dessus, c'est quand même assez bizarre, c'est assez étrange, mais on commence à avoir certaines informations. En fait, il faut savoir que Sony, normalement, ça n'a pas encore été déclaré officiellement, mais table, si possible, à une autonomie d'à peu près une dizaine d'heures. Alors évidemment, ça va prendre en compte avec les usages, avec les réglages, avec le type de jeu. Forcément, il y en a qui sont un peu plus gourmands que d'autres. Donc Sony table à peu près sur une dizaine d'heures. Maintenant, il y a quand même un petit doute, c'est que le célèbre insider Tom Anderson, qu'on cite très souvent sur la chaîne, lui avait entendu une énorme rumeur qui semblait vraiment être très très fiable, qui tablait plutôt sur une autonomie de 3-4 heures. Alors, passer de 3, allez, 4 heures maximum à une dizaine d'heures, ça fait tout de même une sacrée différence. À voir un petit peu si l'un et l'autre sont véridiques, parce que ça peut très bien aller s'approcher, en tout cas, hein, de la dizaine d'heures, si c'est un petit jeu indé, pas gourmand, si on fait attention à certains réglages. Mais par contre, ça peut aussi atteindre facilement les 3-4 heures, si on prend un gros jeu avec les réglages à fond, bref. Tout ça, c'est à relativiser, c'est à prendre un petit peu de distance par rapport à ce sujet de l'autonomie. N'empêche que la fourchette est franchement grande, de 4 à 10 heures, c'est pas du tout la même chose, on verra, mais c'est vrai que cette absence de communication sur la batterie et donc l'autonomie, moi personnellement ça me fait un petit peu peur. J'aurais plus tendance à aller dans le sens de Tom Anderson, qui en plus de ça s'est rarement trompé au niveau de ses sources et de ses dires, plutôt que de Sony, qui peut être un petit peu trop optimiste concernant la dizaine d'heures d'autonomie. On verra, mais c'est vrai que apparemment le constructeur a table sur une autonomie d'à peu près équivalente à l'autonomie de la DualSense, d'où cette dizaine d'heures. On verra, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est sujet à caution avec beaucoup de choses, les réglages, le type de jeu, la manière qu'on a de l'utiliser, bref, tout ça peut véritablement beaucoup impacter ou pas l'autonomie de l'appareil. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, en tout cas, sur le PlayStation Portal. Je reviens un petit peu là-dessus en disant que véritablement, oui, Sony fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Là, en pleine Gamescom, on va pas se mentir, ils auraient très bien pu choisir un autre moment, un peu avant ou un peu après, pour pouvoir faire parler d'eux. Parce que je vous l'ai dit, hein, ils avaient déclaré qu'ils ne seraient pas présents pendant cette Gamescom, mais très clairement, ils n'avaient pas vraiment envie de laisser les copains prendre toute la lumière sur eux. PlayStation avait des petits éléments dans la manche pour pouvoir prendre aussi un petit peu de lumière. Eh bien, ils ont choisi le moment de la Gamescom pour pouvoir dévoiler un peu plus sur les nouveaux périphériques PlayStation, le nouvel hardware PlayStation. On voit ici par exemple le nouveau casque, les intras, mais bien évidemment c'est le PlayStation Portal qui cristallise beaucoup d'attention autour de la marque japonaise. On attend maintenant diverses précisions justement de cette marque, surtout en plus maintenant on attend une chose, en plus de l'autonomie, ben c'est la date de disponibilité. On verra tout ça, bien sûr les amis, je vous tiens au courant. Allez les amis, on va laisser de côté un petit peu le hardware, c'est sûr et certain, on y reviendra tôt ou tard, mais là, on va basculer un petit peu sur le gaming, le jeu vidéo véritablement, avec un titre majeur de la panoplie de catalogues légendaires de la PlayStation,
Quand on parle de jeux légendaires, on pourrait aborder Horizon, on pourrait aborder Uncharted ou The Last of Us, mais on peut aborder aussi God of War, avec un Ragnarok, par exemple, qui a eu un succès mais monstrueux. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en seulement 3 mois, Ragnarok s'est plus vendu que le précédent en un an complet. C'est complètement fou et ça montre véritablement la portée hyper importante des licences PlayStation. Et pourquoi je vous parle de God of War Ragnarok? Parce que, en fait, il faut savoir que normalement, God of War Ragnarok devrait être le dernier de l'ère nordique de la saga des God of War. Et pour comprendre un peu mieux ça, on va faire un petit retour en arrière. Si vous voulez bien, les amis, on va aller repartir en l'année 2021. À l'époque, le directeur de God of War, Cory Balrog, avait déclaré, et je cite, « Le premier God of War nordique nous a demandé 5 ans de développement. Je ne sais pas combien de temps le second va prendre. » Là, il parlait de Ragnarok. « Je balance, je pense que ce sera à peu près la même chose. Et si l'on imagine devoir en faire un troisième dans le même temps, on arrive à un cycle de 15 ans pour raconter une seule et même histoire. Je pense que c'est une période bien trop étalée. » Et vu en nous en étions avec Eric et toute l'équipe, je me suis dit que l'on pourrait conclure avec un second jeu, car le cœur de notre histoire, c'est vraiment la relation qui unit Kratos et Atreus. Kratos et Atreus qu'on voit à l'écran justement maintenant. Alors c'est vrai que quand on comprend ce que Cory Balrog explique, le développement de ces jeux, franchement c'est long, 5 ans à chaque fois, 5 ans pour chaque numéro, et si on imaginait arriver à un troisième épisode, ça ferait au total à peu près 15 ans. C'est vraiment très très long pour raconter une histoire. Du coup, le directeur de God of War avait écarté cette possibilité, chose que le réalisateur, justement le fameux Eric, qui le faisait référence dans sa prise de parole, Eric Williams, avait déclaré lui aussi pendant un interview, justement pour parler de contenu additionnel, d'un DLC, en disant « Je ne sais pas. Ce jeu est massif, on y a mis tout ce qu'on avait, alors je ne compterai pas trop dessus en mettant vraiment de côté l'hypothèse de l'arrivée d'un DLC. » Le problème, et ça c'est une grosse évolution qui commence véritablement à arriver, c'est que les choses bougent. Les choses bougent même d'ailleurs au sein de Santa Monica, le fameux studio responsable de God of War, qui vraiment commence à prendre position, pourquoi pas, sur une suite carrément, ou en tout cas, peut-être un énorme et gros DLC. Là-dessus, en fait, il faut savoir qu'il y a des offres d'emploi qui ont été postées sur le site web de Santa Monica, des offres d'emploi très, très précises, qui mentionnent chercher des prétendants qui sont très à l'aise avec la franchise, et ça va même plus loin parce qu'ils parlent de extrêmement à l'aise avec la franchise God of War, voire même beaucoup plus. En fait, c'est très détaillé. Ils demandent à ce que ces personnes connaissent parfaitement God of War, le premier, God of War Ragnarok, et carrément d'être capable de parler en détail de tous les systèmes de combat, des mécaniques, des ennemis, bref, du jeu dans son ensemble. Donc forcément, quand des offres d'emploi arrivent chez Santa Monica avec des détails aussi prononcés sur l'intérêt des prétendants concernant la série des God of War, c'est clair et net que là, le doute est encore permis, mais beaucoup moins qu'avant, sur le fait que oui, il est possible que Santa Monica travaille sur une suite à Ragnarok, ou alors, en tout cas, au minimum, à du contenu additionnel, un gros DLC. On verra un peu plus tard si c'est vraiment le cas. Mais s'il y a quelques semaines, le tout était permis, là, franchement, il est un petit peu moins. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir, le 6 septembre prochain arrive à grande vitesse. Et qu'est-ce qui se passe le 6 septembre? Starfield déboule. Le jeu de Bethesda semble absolument dingue, vraiment, vraiment dingue. Et il a pris beaucoup de ressources, que ce soit en temps, en énergie et en ressources humaines pour pouvoir être développé. Le jeu donc a terminé son développement, et même si certaines équipes vont quand même encore rester un petit peu en place, certes il y a un SAV à faire, il y aura quelques bugs, c'est inévitable à régler, et puis aussi rajouter du contenu additionnel, parce que Bethesda l'a déclaré, il y aura du contenu additionnel sur Starfield, comme si c'était nécessaire, mais oui, il y aura encore des équipes présentes pour continuer à travailler sur le space opéra du développeur, mais toujours est-il que les équipes, les forces vives de Bethesda vont basculer sur un autre jeu qui avait été à l'époque dévoilé en même temps quasiment que Starfield.
Donc ça fait un bon moment que ce jeu est en attente chez Bethesda. Ce jeu, évidemment, c'est The Elder Scrolls 6, qui refait aujourd'hui parler de lui parce que, bien sûr, il y a la Gamescom. Et pendant cette Gamescom, il y a beaucoup de choses qui sont révélées, on va pas se mentir, notamment Todd Howard, le boss de Bethesda, qui revient donc avec des petites déclarations autour de ce fameux RPG qui commence très sérieusement à se faire attendre, en déclarant à une question qu'il voulait faire de ce RPG le simulateur de fantasy en mode ouvert ultime. Il veut que ce soit le plus grand, le plus fabuleux, le plus incroyable RPG en monde ouvert. The Elder Scrolls 6 donc promet beaucoup, déjà avec cette prise de parole. On verra ce qu'il en est parce que, comme je vous l'ai dit, le jeu est véritablement très très attendu. Il a été annoncé il y a de ça vraiment un bon petit moment. C'était à l'E3 2018. Toujours est-il que même Phil Spencer lui-même, le boss de Xbox, avait déclaré que Elder Scrolls 6 n'était pas prévu pour demain et que lui, personnellement, il imaginait pour l'année 2028. Donc il va falloir être vraiment très très patient. C'est d'ailleurs un peu dommage, c'est un peu le problème malheureusement de Microsoft, celle d'annoncer des choses beaucoup trop en avance pour faire un peu monter la hype, peut-être même pour attirer les gens, on peut les comprendre, mais qui du coup fait un petit peu l'effet inverse, c'est que les gens attendent vraiment les jeux très longtemps. Donc on verra vraiment. Je vous l'avais dit d'ailleurs que Microsoft avait décidé un changement de communication avec tout le monde. Et maintenant, ils avaient décidé de ne pas trop annoncer les jeux en avance. Genre d'erreur qu'ils avaient commise avec Starfield, avec The Elder Scrolls 6. Maintenant, bon, le mal est fait, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on attend ce jeu depuis longtemps. Mais c'était compréhensible. Les équipes étaient vraiment très occupées avec Starfield. Maintenant, petit à petit, ça commence à basculer sur le RPG. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais à la question de savoir si ça n'avait pas été annoncé un petit peu trop tôt, question qui a été demandée à Todd Howard pendant cette Gamescom en Allemagne, il lui-même a été très franc et transparent en disant « Je me suis souvent posé la question, je ne sais pas, je l'aurais probablement fait de manière plutôt classique. » Donc on comprend très bien avec cette prise de parole que oui, si avec le recul, peut-être qu'il aurait fait les choses autrement, il aurait peut-être pas tant annoncé de choses sur The Elder Scrolls 6, peut-être que pour lui ça a été annoncé un peu trop tôt, il va pas non plus le déclarer, mais c'est vrai qu'on comprend très très bien avec cette réponse que c'est très probablement le cas. On va passer cette petite news sur Elder Scrolls 6 qui franchement, malgré cette petite courte vidéo, cristallise beaucoup de choses parce que c'est un jeu légendaire tout simplement de chez Bethesda, pour basculer chez Starfield. Et les amis, concernant Starfield, on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble parce que véritablement, ça commence un petit peu à popper un peu partout. Ce n'est pas des leaks, ce n'est pas des données volées, des informations volées. Donc ne soyez rassurés, il n'y a pas de spoil dans ce que je vais vous annoncer, mais c'est vraiment très intéressant et ça montre à quel point le jeu semble véritablement monstrueux. En fait, il y a des choses qui commencent à être divulguées par exemple, le responsable du publishing chez Bethesda qui s'appelle Pete Hines, qui a déclaré, et accrochez-vous, que lui-même joue à Starfield et qu'il a passé entre 150 et 160 heures sur le jeu et qu'il est toujours loin d'approcher de la fin du jeu. C'est complètement irréel. Des fois on aborde un petit peu le sujet de la durée de vie du jeu, là on est dans les 150-160 heures et il est toujours très loin de s'approcher de la fin. Franchement, c'est assez impressionnant. On avait eu des infos, comme quoi certains journalistes, insiders avaient eu accès au jeu pendant à peu près 1 heure et qu'ils ont déclaré après. La chose qui me bluffe vraiment, c'est que oui, Starfield, on va y jouer pendant des années et j'ai l'impression que c'est véritablement le cas. D'autres détails avec des choses très très intéressantes, c'est que le mode New Game Plus de Starfield est directement lié à l'histoire principale du jeu, mais qui reste tout de même assez différent au niveau de la mécanique que l'on trouve dans d'autres jeux. Autre news, le jeu, et là ça semble irréel aussi, le jeu ne démarre vraiment qu'après la quête principale. C'est-à-dire, les amis, que si on veut vraiment profiter du jeu dans son ensemble, il va falloir d'abord terminer la quête principale. Et ce n'est qu'à partir de là
que le jeu démarrera véritablement. Ça semble complètement fou, mais si vraiment ça se révèle exact et réel, bah oui, ça va être complètement fou. Bethesda, lui, bah, prévoit soutenir les mods après le lancement du jeu. Et ça, j'avais déjà eu l'info, ça avait déjà été déclaré. Oui, les modeurs pourront créer par exemple des planètes et bien plus encore pour le jeu. C'est une très très bonne prise de décision de la part de Bethesda de laisser un petit peu la liberté aux modeurs pour pouvoir proposer des choses très intéressantes sur ce jeu qui, allez, on va pas dire on aurait besoin, mais ça va être encore plus dingue, encore plus fou. Bethesda annonce d'autres choses, par exemple le musée sur la Nouvelle Atlantide explique l'histoire de Starfield et ça permet un petit peu de se familiariser avec les événements qui sont survenus durant les 3 siècles de l'histoire humaine. Ça, c'est un petit peu pour le côté histoire du jeu. On apprend aussi que, comme dans tous les jeux ou presque de Bethesda, il y aura beaucoup de Easter eggs dans le jeu. En gros, des clins d'œil à toute la production de Bethesda, mais aussi des références hors Starfield ou hors Bethesda. On se souvient par exemple que dans Skyrim, il y avait des Easter eggs qui concernaient Rocky, Pac-Man ou même Star Wars. Pas mal de références en gros de la pop culture qui ont plus ou moins un rapport avec le jeu vidéo, mais qui n'ont aucun rapport avec Skyrim. Pourtant, c'était bien présent. Et donc, dans la même veine, dans la continuité un petit peu de cette, entre guillemets, tradition chez Bethesda, mais ça va être encore le cas, voire même encore plus, sur Starfield. D'autres informations, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses très croustillantes qu'on apprend sur Starfield. Il est possible de se laisser aspirer dans le vide spatial en essayant de monter à bord de certains vaisseaux. Ça, c'est complètement fou. Dans l'absolu, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre ça pour un jeu de ce type. On verra ce qu'il en est au niveau du gameplay, quelles répercussions ça va avoir, mais c'est vrai que ça reste tout de même intéressant que les développeurs ont pris en compte, ben oui, le vide spatial, et de vouloir passer d'un vaisseau ou un autre, ou peut-être même une porte qui est ouverte, on passe devant, ben on est aspiré par le vide spatial. Ça peut rajouter un petit peu de fun, de stress au niveau du gameplay. On verra. Au niveau de la limite de niveau de jeu, eh bien, il faut savoir que Starfield n'en a pas. Vous pourrez aller au-delà de l'au-delà. Il n'y aura pas de limite de niveau de jeu dans Starfield. Ça reste même assez intéressant aussi. On a appris que le jeu va inclure aussi de la contrebande et qu'il va falloir vraiment se méfier quand on va vouloir faire circuler des produits de contrebande parce que oui, il y a des agents de douane, par exemple, entre guillemets, on pourra se faire attraper et donc on pourra avoir une prime sur notre tête, mais qu'il existera des moyens de faire sauter cette prime. Je vous l'avais dit, on pourra même esquiver, éviter d'aller en prison, on pourra essayer de s'enfuir, on pourra être donc lancer des états d'alerte pour pouvoir être retrouvé, pris en chasse. Bref, ça s'annonce quand même assez fou de ce côté-là aussi. On apprend aussi que, et vous le savez, on aura des compagnons d'équipage dans les vaisseaux, dans les bases, et que dans ces compagnons, parmi ces compagnons, il y en a à peu près 4 qui sont vraiment très très proches de vous, ceux avec qui vous aurez plus d'interactions. Eh bien, certains de ces compagnons pourront être en colère contre vous, tout simplement. Si vous faites des mauvaises choses, si vous faites des mauvais choix, ces compagnons pourront vous en vouloir. Et même les compagnons les plus proches, parce qu'on pourrait peut-être imaginer que ça pourrait impacter seulement un petit peu les PNJ secondaires, si je peux dire ça comme ça, et que les personnages les plus importants, les plus proches de vous, seraient véritablement loyaux. Eh ben, c'est peut-être pas forcément le cas. Ça aussi, c'est très intéressant. On apprend autre chose au niveau aussi du jeu, c'est qu'il y aura beaucoup de colonies qui disposeront elles-mêmes de leur propre peuple et de leur propre quête. Vous le savez, on pourra explorer énormément de planètes, à peu près 1000, voire peut-être même un petit peu plus, surtout même peut-être beaucoup plus, vu que les modeurs ont la possibilité d'intégrer des nouvelles planètes dans le jeu. Et dans ces planètes, eh bien, il y a aussi des villes. Eh bien, dans tout l'espace, dans l'exploration que vous serez amené à faire, vous pourrez trouver d'autres peuples qui donc auront leur propre quête. Et tout ça, il faudra le trouver par soi-même. Donc on voit vraiment, vraiment que Starfield va proposer des choses dingues. On n'imaginait pas tout ça, en tout cas pas moi. C'est vrai que toutes ces prises de parole, tous ces trailers, toutes ces vidéos semblaient montrer quelque chose de vraiment dingue et colossal autour de Starfield. Maintenant, c'est carrément un des directeurs
de Bethesda qui déclare certaines choses et qui explique très clairement, on l'a compris, que ça s'annonce complètement fou. Le 6 septembre arrive vraiment bientôt. Alors pour ma part, je l'ai un peu mauvaise, je vous cache pas. Et vous allez le découvrir très très bientôt, le 6 septembre, parce que oui, Starfield sort. Malheureusement, je ne pourrais pas l'essayer. Et je ne pourrais même pas faire grand-chose d'autre en termes de gaming. Et vous allez le comprendre très bientôt, le 6 septembre, vous le verrez les amis. J'ai un petit souci et au niveau du jeu vidéo, ça va être vraiment compliqué. Donc là, vraiment, je l'ai mauvaise parce que ça tombe pile poil le jour où Starfield arrive. Et boule un petit peu. Vous savez quoi, on va revenir un petit peu du côté de hardware, mais surtout du côté du rachat. Alors évidemment, quand aujourd'hui on parle de rachat, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Activision Blizzard King, qui est en train d'être racheté par Xbox. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça risque de bouger très rapidement, les amis. Je vous tiens au courant. Mais on peut aussi imaginer les concurrents de Xbox. Et l'un d'eux, Sony PlayStation, franchement, ne reste pas les bras croisés. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi ce que je disais en tout début de cette vidéo de News Gaming, c'est que malgré leur absence pendant cette Gamescom, on parle beaucoup de PlayStation. Ils ont vraiment un savoir-faire mais unique du marketing, de la communication, de la publicité. Ils savent faire parler d'eux. Ils connaissent les rouages mais parfaitement de la chronologie, du timing. Ils ont vraiment un sens du timing absolument parfait. PlayStation est maître vraiment dans l'art de la communication. Et là, on apprend tout simplement le rachat d'une compagnie spécialisée dans l'audio audiophile, vraiment haut de gamme. Et ça, on l'avait pas vu venir. Il n'y avait pas de rumeur. Sony n'est pas à la Gamescom, mais pourtant on parle d'eux. Et en fait, Sony vient tout juste de déclarer le rachat de Odez. Odez est une petite boîte qui n'est pas encore très connue du public, tout simplement parce qu'en fait, elle a été créée en 2009. C'est une entreprise californienne spécialisée dans le son haut de gamme, vraiment du son audiophile. D'ailleurs, Odez fait aussi dans le Dolby Atmos et ça a son importance, j'y reviens très très bientôt. PlayStation décide donc d'acheter cette petite compagnie qui fabrique de l'excellent matériel à la main. Donc vous pouvez imaginer les prix. Les casques de chez Odez, ça peut aller très très loin en fait. Ça peut largement dépasser les 5 000 €. Il y a un modèle chez Odez qui atteint même les 6 000 €. Donc oui, c'est du casque haut de gamme, c'est du matériel haut de gamme avec de la réduction de bruit ultra efficace, des transducteurs. Le transducteur, c'est en gros, pour schématiser, le haut-parleur qu'il y a à l'intérieur des casques, des écouteurs. Parce que ça ne porte pas forcément le même nom qu'un haut-parleur d'une grosse enceinte. Ça s'appelle un transducteur. C'est vraiment la partie qu'il y a à l'intérieur du casque. C'est ça qui restitue le son. Et Odez est un énorme spécialiste de la chose qu'on pourrait par exemple comparer à Klipsch, qui est aussi une marque américaine. On pourrait le comparer à Focal, à Bose, bref, des grands noms de l'audiophile. Et ils sont aussi spécialistes du Dolby Atmos. Et ça rejoint quelque chose, c'est qu'il n'y a pas très très longtemps, je vous avais annoncé une grosse mise à jour pour la PlayStation 5. Sony avait dévoilé dans cette mise à jour le support du Dolby Atmos sur la machine de jeu. Et ça, c'était assez intéressant. Et on comprend un petit peu mieux maintenant la démarche de PlayStation de faire l'acquisition de Odez, qui est aussi un grand spécialiste du Dolby Atmos. Là, ça fait sens. La console de Sony gère le son 3D, vous le savez, avec le modèle Tempest, qui fonctionne quand même plutôt bien, mais ils ont envie d'aller encore plus loin, et d'aller en plus vers le luxe, vers le haut de gamme, parce que c'est ce que est Odez. C'est vraiment du haut de gamme, c'est entre guillemets du luxe audiophile, donc on verra vraiment, mais petit à petit, Sony est en train de se diriger vers un modèle à la Apple, avec des composants haut de gamme, des matériaux vraiment choisis, avec une conception vraiment efficace, mais forcément avec un prix qui est efficace aussi. Donc on verra un petit peu comment va développer ce rachat de Odez au sein de PlayStation. Est-ce qu'ils vont se servir de l'entreprise pour faire des profits? Ça évidemment c'est sûr et certain, mais je pense aussi qu'ils vont se servir du savoir-faire de la société pour pouvoir développer très probablement des produits typés haut de gamme pour l'écosystème PlayStation. On verra le moment venu. Toujours est-il que oui, PlayStation arrive à faire parler d'eux.
Ils ne sont pas présents à la Gamescom, mais sans y être, ils y sont quand même. Et force est de constater que, comme je l'ai dit au tout début, ils ont un sens du timing absolument parfait, ils ont un sens de la communication absolument parfaite, et qu'au final, on se retrouve à presque parler plus de PlayStation que les acteurs vraiment qui sont en ce moment à la Gamescom. La coïncidence, vous savez, ça revient très régulièrement sur cette chaîne, c'est assez dingue même, parce que dans la vidéo d'hier, dans la zone de commentaires, je discutais avec l'un d'entre vous, avec un abonné, sur le fait que Microsoft, Xbox et Phil Spencer faisaient des choix vraiment positifs, très très souvent, mais qui malheureusement avaient souvent un impact assez négatif sur l'écosystème Xbox dans son ensemble. Par exemple, on avait vu très récemment que l'Ariane Studio, le studio qui s'occupe du développement de Baldur's Gate 3, rencontrait de gros problèmes pour pouvoir développer le jeu sur la Xbox Series S. Et qu'à cause de ça, la Xbox Series X pâtissait de ce problème. On le sait, Baldur's Gate 3 est un succès absolument colossal, à tel point qu'il marche littéralement sur la concurrence. Même Zelda. Par exemple, les notes métacritiques de Baldur's Gate 3 sont autour des 96-97. C'est absolument gigantesque. Et à ce titre, le succès est tellement important que Baldur's Gate 3, aujourd'hui, peut vraiment prétendre au titre de GOTY 2023. Il peut être élu le jeu de l'année au prochain Games Awards. C'est absolument colossal, le succès est fulgurant, alors que pour l'instant, il est sorti seulement sur PC. Le jeu arrive le 6 septembre sur PlayStation, et malheureusement, comme je vous le disais, l'Ariane Studio avait déclaré très très récemment que le jeu était reporté sur console Xbox, avec probablement une sortie en 2024, sans date précise. Tout simplement parce que le jeu inclut une fonction plutôt intéressante, c'est de pouvoir jouer à deux en mode local avec l'écran qui se partage. Et on va le voir bientôt justement dans cette vidéo. Fonction qui est très intéressante, mais qui prend beaucoup de ressources qui sont assez limitées dans la Xbox Series S. On voit à l'écran partagé. Et ça, l'Ariane Studio travaillait d'arrache-pied pour pouvoir proposer cette fonction tout de même sur la console pour, comme il l'avait indiqué, offrir une parité égale quelle que soit la machine, sauf que forcément la Xbox Series S est bien moins puissante que par exemple une série X, et donc proposer cette fonctionnalité dessus, c'était assez problématique. Les développeurs travaillaient dessus pour pouvoir le faire, mais forcément ça demandait du temps, et cette fonctionnalité ralentissait très clairement la sortie du jeu. C'était un énorme problème. Le problème, c'est que à cause de ça, Microsoft ne profite pas du succès de Baldur's Gate 3. Il est en train d'écraser la concurrence, comme je le disais. Le jeu arrive le 6 septembre sur la PS5. Et attendre 2024 pour pouvoir profiter de ce jeu, c'était pas logique. Moi, je trouvais ça assez irréel. Et je me posais la question, quand est-ce que Xbox et quand est-ce que Phil Spencer allaient réagir concernant cette situation? On ne parle pas d'un jeu qui a un succès relatif. Ce jeu se vend, mais par palette entière. Il réunit énormément de monde et pour l'instant, il n'est que sur PC. Je le répète, il n'est pas encore sorti sur PlayStation. Ça arrive bientôt et pareil, sur PS5, ça va être un succès colossal. Xbox ne pouvait pas passer à côté de ça. Les choses ont changé et ont changé dans un côté assez positif, surtout pour les joueurs Xbox Series X, avec la prise de parole du PDG de l'Ariane Studio, qui s'appelle Sven Vincke et qui a déclaré, je cite, « Je suis super heureux de confirmer qu'après avoir rencontré Xbox P3, alors petite parenthèse, Xbox P3, c'est le game tag, c'est le nom de code de Phil Spencer sur Xbox. Donc il l'a rencontré, ils ont discuté et, je reprends la prise de parole, nous avons trouvé une solution qui nous permettra de proposer Baldur's Gate 3 aux joueurs Xbox cette année. Ce à quoi nous travaillons depuis un certain temps. Toutes les améliorations seront présentes avec la coopération en écran partagé sur la Xbox Series X. La série S ne proposera pas la coopération en écran partagé, mais inclura tout de même le cross-save entre Steam et les Xbox Series. Alors c'est véritablement une prise de parole très importante. Personnellement, franchement, je l'attendais parce que, comme je dis, le jeu est un succès absolument dingue. Je voyais franchement pas Microsoft et Xbox passer à côté de ça, et c'est vrai que ça aurait été franchement dommage aussi de gréver les possesseurs de consoles Xbox Series X qui peuvent parfaitement gérer le jeu et juste à cause de la série S. Donc oui, le studio Larian vient tout juste de le confirmer.
La série S, bah, finalement, ne proposera pas cette option d'écran partagé. Je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient dessus, mais ils se sont rendus à l'évidence, c'est pas possible, mais que la série X, elle, le proposera, l'aura nativement, et ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est un petit peu malheureux, mais il faut le reconnaître, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec pour la Xbox Series S, pardon, j'allais faire un mix. C'est un aveu d'échec pour la série S, qui véritablement, comme je le disais au tout début, commence franchement à ressembler à un boulet que Microsoft se traîne et qui en plus de ça empêche les développeurs de travailler correctement. Et ils perdent beaucoup de temps à essayer d'adapter un jeu qui fonctionne parfaitement sur la X pour le mettre sur la S en essayant de pousser les meubles un peu comme on peut. Et au final, ça marche même pas. On le voit ici pour Baldur's Gate 3, cette fonction est carrément supprimée. Ça sera pas possible de faire ce qui sera possible de faire sur la X, sur la S. C'est dommage. Comme je disais, c'est en quelque sorte un aveu d'échec. Alors, c'est quand même bien, on va pas se mentir, Phil Spencer a eu le courage de dire, écoutez, on arrête tout sur la S, foncez sur la version Xbox Series X, proposez le jeu le plus vite possible. On le comprend, le jeu est un succès monstrueux, et Microsoft ne pouvait pas passer à côté de ça, parce qu'en attendant, le jeu arrive le 6 septembre sur PlayStation 5, ça va être un succès colossal, et grâce à ça, PlayStation va prendre encore plus d'avance sur Xbox. Parce que oui, le jeu sortira sur la X, mais il ne faut pas rêver, ça ne sera pas le 6 septembre. Il sera retardé à cause de ça. Donc on voit un petit peu l'enchaînement des choses qui sont au final pas très positives. L'annonce l'est tout de même, c'est vrai, Baldur's Gate 3 arrive donc sur Xbox Series X. Pour l'instant, on n'a pas de date définitive qui a été annoncée. Je pense que ça va être annoncé bientôt par l'Ariane Studio. Je surveille ça comme le lait sur le feu et on se tient au courant très bientôt les amis. Au dernier Xbox Showcase, on avait découvert ensemble, les amis, un jeu qui, moi, m'avait vraiment plu. Il m'avait littéralement subjugué de par sa patte graphique, sa DA, son ambiance très calme, très léchée. C'est terriblement différent de ce qu'on a l'habitude à voir actuellement, avec des graphismes complètement fous, avec des effets pyrotechniques complètement fous, avec des particules dans tous les sens, des boss énormes, des monstres à trucider. Là, pas du tout. Il n'y avait absolument rien de ça. Et pourtant, ça semblait absolument parfait. Le jeu est un jeu d'escalade, tout simplement. Il s'appelle Jusant, vous vous en souvenez très certainement, du studio très talentueux Dontnod, qui avait donc dévoilé cette vidéo qui était absolument merveilleuse. Il n'y avait pas d'autre mot. Le jeu semble terriblement calme, on dirait presque une méditation vidéoludique, et ça fait véritablement plaisir de voir quelque chose de vraiment nouveau, avec un jeu qui transpire la quiétude. C'est aussi bête que ça, c'est un jeu narratif, mais sans dialogue parlé. Le jeu donc sera franchement très très calme, ça fait du bien, du gameplay différent, un style différent, et puis ce style, je parle de style, on le voit, les paysages semblent vraiment magnifiques, somptueux, de très très belles couleurs, très pâles, avec une magnifique lumière, en plus on le voit à l'écran actuellement, ça semble absolument sublime, mais il y avait un mais, on n'avait pas véritablement de date de sortie, on avait tout simplement un vague fin d'année 2023, et bien mais c'est fait, Dontnod vient de profiter de la Gamescom pour annoncer officiellement que Jusant va sortir le 31 octobre prochain, donc dans pas très très longtemps, à savoir que le jeu sortira Day One sur le Xbox Game Pass, car il sort oui sur la console Xbox, mais également sur console PlayStation 5, c'est parfait pour tout le monde, mais aussi sur PC. D'ailleurs, il y avait une petite démo jouable sur PC qui a permis de se rendre compte vraiment du gros potentiel de ce titre. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce titre sur Xbox Series X, on verra, mais c'est vrai que ces vidéos montrent vraiment quelque chose de véritablement maîtrisé par Dontnod. On verra, vous le voyez maintenant, le 31 octobre prochain, Jusant arrive partout et véritablement, ça va faire du bien, un peu de renouveau. Bah oui, je vous disais que l'actu était chaude, la température météorologique a descendu, mais le reste, ça bat vraiment à plein, et franchement, on va pas s'en plaindre. Notre passion commune, c'est le jeu vidéo, c'est le gaming. En ce moment, il y a la Gamescom, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, et ça fait plaisir parce qu'il y a véritablement de belles choses qui font leur apparition, des confirmations, des changements vraiment importants. On apprend maintenant que Baldur's Gate 3 va arriver plus vite que prévu sur la Xbox Series X,
Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ce jeu est vraiment fabuleux. Ça aurait été dommage de s'en priver ou en tout cas d'attendre jusqu'à début 2024 pour pouvoir y participer. Ça aurait été vraiment un gros manque à gagner pour Microsoft. Et puis dommage pour les joueurs Xbox, on va pas se mentir. On apprend aussi des belles choses vraiment sur Starfield. J'ai hâte parce que ça semble se préciser de plus en plus. Ce jeu véritablement risque d'être absolument monstrueux en termes de contenu, de choses à faire. J'ai hâte et à mon avis, au niveau vie sociale, il va falloir oublier un petit peu la famille et les amis pendant un petit moment parce que Starfield va arriver et va manger absolument tout le temps disponible. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. Si c'est le cas, les pouces, les partages, les commentaires dans la zone prévue à cet effet. On échange tous les jours, vraiment. Avec certains d'entre vous, c'est devenu même une habitude. Vous êtes tous les bienvenus dans la zone de commentaires pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager de notre passion commune, le jeu vidéo, mais aussi autre chose si vous en avez envie. D'ailleurs, les amis, je vous rappelle, vous pouvez aussi me rejoindre par exemple sur Instagram où vous pouvez découvrir un petit peu mon univers, mes photos. J'adore la photo. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas beaucoup sur Insta, mais je vais essayer d'y aller un peu plus. Ou des fois, je mets les photos de ma vie, mes animaux, bref, plein de choses. Et on pourra aussi discuter en message privé. Par exemple, si vous avez des petites news qui passent un petit peu sous les radars que je n'avais pas vu passer, eh bien, vous pouvez me dire, dis donc Chris, est-ce que tu as entendu parler de ça ou ça? Est-ce que tu pourrais traiter ça sur une prochaine vidéo? Ça sera avec grand plaisir. Vraiment. Les amis, en attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Profitez des derniers jours de vacances. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais oui, on approche de la fin. Mais profitez aussi pour vous amuser. N'oubliez pas, c'est très important. Et je vous dis à très vite, très bientôt pour le retour des News Gaming, les amis. À très vite, à très bientôt. Bye bye.